Bonjour Timothée, et on est parti pour tout en commençant. Bonjour à tous. Donc, ma collègue a un petit souci. Elle va revenir très très vite. Le temps juste de changer de réseau et elle va reprendre donc sa présentation. Ok, tu m'entends bien là cette fois Timothée? Ça y est, c'est bon, on t'entend, Darlene. Bon, on est parti. Bon, ben, le a été défaillant. Gageons que ça soit de bon augure tout ça. En tout Faux cas, départ. merci à tous ceux qui sont présents pour ce webinaire qui va se déployer autour des outils que nous aurons à mobiliser, que nous pourrons mobiliser dans le cadre d'une recherche d'emploi, notamment lorsque l'on est salarié. Maintenant, pour aller plus avant, nous allons quand même donner quelques petites consignes pour pouvoir optimiser ce moment, ce partage. Donc, quelques petites règles. Notez déjà que vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions et avec Timothée, il vous donnera bien plus d'éléments par rapport à cela. Sachez également que vous pourrez aussi voter pour les questions qui sont déjà posées et pour lesquelles vous tenez absolument à avoir une réponse. En votant pour cette question, vous la priorisez, elle vient en tête de liste et forcément, Timothée qui est avec moi, qui m'accompagne cet après-midi, va les lire ou encore les traiter directement, mais sur tout cela, il vous en dira plus. Et bien sûr, parce que l'évolution professionnelle est au cœur et de notre conjoncture actuellement et qu'elle est essentielle, nous voici déjà arrivés à la 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Je rappelle donc que cet événement est co-organisé avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, la BGE Guyane. Nous avons également Antea RH Corse et Axis Martinique, qui sont tous des opérateurs qui interviennent sur le conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Et bien sûr, avec le soutien du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Je rappelle également que ces semaines ont commencé le 9 octobre, qu'elles se poursuivent, et ce jusqu'à ce vendredi 20 octobre. En 2022, vous étiez bien plus de 9000 personnes à participer aux 100 webinaires qui étaient proposés sur les thématiques de l'évolution professionnelle. Et pour cette 4e édition, puisque cela intéresse, vous avez certainement déjà pu assister à des thèmes sur la reconversion, la formation, la valorisation des compétences ou encore la création d'entreprises et bien d'autres. Je rappelle qu'il reste encore 2 journées de ces semaines. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir participer au webinaire, restant ainsi et puis aussi surtout parce que vous pourrez bénéficier des informations sur les questions que vous avez. Je rappelle également que cet événement, il est 100% digital, qu'il est gratuit et bien sûr accessible à tous. Voilà pour les rappels. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, plus agréable de se présenter, de savoir qui on a face à soi. Donc, je me présente, comme vous le voyez inscrit, je suis Darlene Désir, je suis conseillère en conseil en évolution professionnelle. J'interviens pour le compte du groupement Évolution dans les Hauts-de-France et plus précisément sur la région lilloise, puisque c'est là qu'est basé mon bureau. Et je laisse Timothée se présenter. Bonjour à tous. Donc, Timothée Potier, chargé de mission donc sur le conseil en évolution professionnelle également donc dans les Hauts-de-France et également sur la région lilloise. Donc, je vais vous inviter à bien utiliser l'onglet questions pour poser toutes vos questions et, si possible, à essayer de poser des questions un peu plus générales que personnelles. On essayera de répondre à toutes les questions. Vous pouvez donc, comme ma collègue l'a dit, voter pour les questions pour qu'elles remontent en tête de liste. Et pour ce qui concerne le PDF, malheureusement, on ne pourra pas vous l'envoyer. C'est un document protégé. Et vous pouvez gérer votre affichage avec le petit bouton affichage en bas pour le passer en plein écran et si besoin, faire glisser la barre de nos caméras pour ne voir que le PDF en plein écran. Et n'hésitez pas à prendre des imprimes écran si besoin. Voilà, je te remercie Timothée. Comme ça, les salariés savent d'ores et déjà comment faire
pour pouvoir mieux optimiser ce moment. La grande question, je suis un salarié, quels outils pour ma recherche d'emploi? C'est ce que nous allons voir pendant l'instant qui nous est accordé, donc jusqu'à 16 heures. Nous allons tâcher dans un premier temps d'identifier les 6 étapes. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont quand même conséquentes, indispensables. En tout cas, 6 étapes clés pour réussir une recherche d'emploi réussie. Quelles sont ces étapes? La première va consister à faire le point sur son parcours et ainsi cibler sa recherche d'emploi. Alors bien sûr, chacune de ces étapes, nous allons les aborder de manière beaucoup plus élaborée et c'est l'objet même de notre webinaire cet après-midi. Une deuxième étape consiste à définir une stratégie. Ensuite, il s'agira d'optimiser ses outils de recherche d'emploi, puisqu'il faut aussi pouvoir mettre en œuvre, agir à un moment, rester en veille, passer en recherche d'emploi. Cela va nécessiter de l'organisation. L'objectif, ça sera de savoir comment s'organiser, quels sont les outils qui pourraient vous aider à mieux vous organiser, relancer et surtout dernier conseil, restez motivé. Parce qu'effectivement, après avoir mené des recherches, après avoir répondu à des offres d'emploi, à un moment, on peut être dans une phase de baisse de motivation, tout simplement parce qu'il n'y a tellement pas de retour que finalement, on peut être découragé. Donc, plutôt que cela, s'interroger, savoir si j'ai mis en place vraiment les étapes essentielles et indispensables pour pouvoir réussir ma recherche d'emploi, notamment les salariés qui ne sont pas toujours en accès à ces outils, les ignorent ou n'y pensent pas, tout simplement, pour pouvoir favoriser cette recherche d'emploi et surtout optimiser les outils. Et nous sommes partis faire le point sur son parcours. À cette étape, il est essentiel de se poser quelques questions. Des questions sur l'expérience que nous avons, les formations, les diplômes que nous avons également, quelles sont nos compétences, que nous avons acquis tant dans le cadre professionnel que dans un cadre extra-professionnel, histoire de pouvoir les valoriser. Faire le point sur son parcours, c'est une étape que l'on ne peut pas mettre de côté. Elle est vraiment indispensable, voire essentielle à la recherche d'emploi, parce qu'elle va permettre de mettre au clair plusieurs éléments au travers de différentes questions que l'on aurait pu se poser. Vous savez, dans notre vie professionnelle, je vais revenir à cette slide, nous nous laissons parfois, voire souvent embarquer par la routine, au point où nous sommes amenés à nous oublier nous-mêmes. Nous sommes même amenés à oublier nos besoins, nos envies, nos priorités. Et bien sûr, à force de tirer sur la corde, il n'est pas étonnant qu'à un moment, que cette corde arrive à se casser. Alors pour pouvoir éviter d'aller jusque-là, nous devons être conscients qu'il est sain parfois de faire le point, voire régulièrement, afin de pouvoir identifier des pistes qui nous permettraient de prendre soin de notre épanouissement professionnel. Faire le point sur son parcours professionnel, c'est aussi une étape qui va permettre de prendre du recul sur sa pratique métier, sur son environnement professionnel, sur sa vie professionnelle globalement. Cette pratique, j'ai envie de dire qu'elle est salutaire et cela quelle que soit la situation. On pourrait imaginer que vous ayez besoin de vous reconnecter à vos aspirations profondes, que vous ayez besoin de réfléchir à votre prochaine étape. Où je vais? Vous êtes dans le flou, vous avez besoin de vous en sortir ou que tout simplement vous soyez au bord d'un éventuel craquage, faire le point sur sa situation professionnelle va conduire en tout cas, peut-être à de simples ajustements parfois. Parfois aussi, il va amener à un grand chambardement et parfois aussi, il permettra simplement de noter que finalement tout va bien, tout va mieux que ce que j'aurais pu penser. Donc, dans ce cadre-là, faire le point est indispensable et puis surtout parce qu'il va nous permettre de nous poser des questions déterminantes. Par exemple, une question que l'on aurait pu se poser dans la genèse de ce parcours visant à faire le point serait: est-ce que globalement, je m'épanouis dans mon travail? Cette question, elle est essentielle, c'est pour vous amener à évaluer un ressenti global. Autrement dit, à quel point j'ai l'impression que mon travail correspond à qui je suis et qu'il me plaît.
Ça, c'est important. Est-ce que je me sens en phase? Est-ce que je me sens alignée avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que le matin, je suis motivée tout simplement à l'idée d'aller travailler? Ces questions vont permettre de noter le degré d'épanouissement auquel nous sommes confrontés dans notre activité professionnelle, notre environnement professionnel et dans notre métier. Une autre grande question qui pourrait être évoquée: est-ce que mon travail a du sens pour moi? Vous savez, beaucoup de personnes maintenant remettent en question le sens du travail et ce, notamment depuis la crise sanitaire. Ça, c'est vraiment un élément, une question qui ne se posait pas forcément par énormément de salariés. Et aujourd'hui, on pourrait se rendre compte qu'il y a quasi 80% des personnes qui se posent cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'importance du sens du travail, euh, c'est vrai que ça fait beaucoup couler beaucoup d'encre hein, par rapport à cela, mais identifier le sens du travail, c'est un travail que l'on va amener sur soi pour savoir si on est fier de ce que l'on est en train d'accomplir. Cette question va permettre aussi de se donner une raison valable et aussi une valeur à toutes ces heures et à toute cette énergie que nous dépensons pour engager notre activité professionnelle. Est-ce que cela vaut le coup pour moi d'investir autant d'énergie dans mon activité professionnelle? Maintenant, si vous avez l'impression de ne pas savoir pourquoi vous travaillez, que vous vous demandez à quoi ça sert, demandez-vous tout simplement ce qui vous manquerait pour vous sentir engagé. Et surtout, réfléchissez à ce que vous aurez besoin de changer pour pouvoir vous réaligner avec vos aspirations. Donc, répondre à ces questions sont indispensables pour pouvoir faire le point sur vos valeurs et ce qui compte pour vous, en quelque part, parce que c'est ce qui va déterminer à quoi vous attachez de l'importance pour pouvoir identifier si je retrouve cela au sein de mon travail. Il y a aussi d'autres questions du type est-ce qu'il existe un bon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle? Là aussi, c'est vrai que c'est difficile de penser à son travail sans prendre en compte les autres volets de sa vie de manière beaucoup plus globale. Donc, il faut être amené à répondre à cette question. Et puis, une fois le point réalisé, bon, ben, il s'agit à ce moment-là de se dire, j'ai répondu à ces questions essentielles, je pourrais passer à cette étape me permettant de mettre en place une stratégie pour identifier le métier, voir la piste professionnelle qui pourrait le mieux me convenir et à partir de là, aller identifier les outils qui me permettraient d'avancer. Certaines personnes vont retravailler un CV, elles vont retravailler une lettre de motivation, voire même travailler leur argumentaire d'entretien sans avoir pris conscience de qui elles sont, qu'elles souhaitent profondément, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes et leurs aspirations. Ces éléments sont essentiels également pour pouvoir identifier dans quel contexte, mais aussi dans quelles conditions je souhaite exercer mon activité professionnelle. Bien sûr, on travaille pour gagner sa vie, certes, mais on travaille aussi pour progresser, pour grandir, pour apprendre, pour s'épanouir. Si je ne m'épanouis pas, je n'aurai pas ce désir d'apprendre, de progresser, de grandir, alors que je peux avoir un potentiel jusque-là inexploité, tout simplement parce que je n'ai pas cette opportunité de l'exercer au sein de mon entreprise ou tout simplement parce que je n'ai pas cherché à l'identifier. Je me suis laissée enfermer dans un moule qui n'est pas le mien et puis finalement, je me rends compte que j'ai des compétences, j'ai des connaissances, mais que je ne peux pas les exploiter à bon escient. Donc, dans vos questionnements, pareil, demandez-vous, est-ce que vous avez cette impression de faire appel à vos talents et aussi surtout à les développer? Et est-ce que votre esprit se nourrit? De quoi il se nourrit? Est-ce qu'il se nourrit comme vous l'espérez, comme vous l'envisagez? Vous savez, l'être humain n'est pas fait pour stagner. Donc, il est important de pouvoir grandir, progresser, quelle que soit l'activité professionnelle vers laquelle nous allons. Donc, faire ce point nous amènera au plus près de ce à quoi nous aspirons. Est-ce que j'arrive à me projeter dans mon travail ou simplement j'y vais parce que c'est un travail, c'est une opportunité, je m'arrête là, mais ce n'est pas un choix profond? Et aussi, est-ce que j'ai ma place dans mon environnement professionnel, dans mon cadre de travail? Toutes ces questions, elles sont essentielles. Elles vous permettront, dans tout état de cause, de pouvoir faire un bilan, hein, donc pouvoir passer en revue différentes questions, faire un bilan pour mieux appréhender ce qu'il me faut. En appréhendant mieux ce qu'il me faut,
Ce sont déjà des éléments non négligeables par rapport à l'orientation que je donnerai à ma recherche d'emploi, au poste que je vais cibler, à l'entreprise que je vais solliciter, à l'orientation de ma lettre de motivation, de mon CV, mais également de mon argumentaire d'entretien. Donc, cette étape, je sais qu'elle peut être longue, elle peut être fastidieuse, elle peut être voire ennuyeuse, mais elle est indispensable, hein, pour ne pas se tromper une deuxième fois. Dans tout état de cause, vous pouvez très bien la mener en collaboration avec votre conseiller en conseil en évolution professionnelle qui va suggérer les questions à se poser pour pouvoir mieux appréhender la suite et faire le point, faire un état des lieux de sa situation présente, passée, pour savoir comment mieux se projeter sur ses aspirations professionnelles en évitant de faire des erreurs et en prenant en compte des éléments essentiels, notamment en termes de valeurs, en termes de perspectives professionnelles, en termes de responsabilité si on en veut. D'accord? Donc, il est important à partir de là ensuite, hein, donc de pouvoir déterminer un projet pour pouvoir mieux cibler sa recherche d'emploi. Donc, à partir du moment où j'ai fait le point, à partir du moment où je me suis sentie reboostée, puisque effectivement, quand je vais chercher les compétences, donc en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être que j'ai développé, je vais être plus au fait de mon potentiel. Cela va me permettre de regagner confiance en ma capacité en ma capacité tout simplement à me dire: «Je peux tenter d'aller sur ce métier». Donc je fais le point sur mes diplômes, je fais le point sur les compétences que j'ai développées, je fais le point sur ce que je veux désormais et là, il est plus aisé de pouvoir identifier un projet pour pouvoir cibler sa recherche d'emploi. Cibler la recherche d'emploi, c'est non seulement le métier en tant que tel, mais c'est aussi et surtout l'entreprise dans laquelle j'envisage, d'évoluer. Ça, c'est important. Est-ce que la culture de l'entreprise me correspond? Si je suis une personne qui souhaite, être dans une entreprise avec, une politique bon enfant, est-ce que ça me conviendra d'aller dans une entreprise, une grande société où je ne suis qu'un numéro parmi les collègues? Voilà. Donc, il y a certaines personnes à qui ça convient très bien, d'autres moins. Donc, c'est important d'identifier cela pour savoir comment aussi cibler sa recherche d'emploi, donc, in fine, l'entreprise avec laquelle je souhaite collaborer. Se poser la question également de savoir ce que je souhaite faire, ce que je ne souhaite plus faire, donc quelles sont les compétences que j'ai développées, que je souhaite encore mobiliser, et puis quelles sont celles que je ne souhaite plus du tout mobiliser. Il est important de le noter va permettre, dans tout état de cause, de ne pas se tromper et surtout répondre à la question: «Pourquoi je ne souhaite plus mobiliser cette compétence?» La réponse à cette question va vous rappeler, hein, les fois où vous souhaiterez faire fi du fait que je ne souhaite plus mobiliser cette compétence. La réponse écrite va vous rappeler le pourquoi il ne faut absolument pas aller dans une piste professionnelle qui vous impose de mobiliser cette compétence. Après, il reste aussi la case, hein, de compromis, des éléments, des compétences sur lesquelles on pourrait faire des compromis. Autrement dit, pas celles que j'aimerais mobiliser tous les jours, mais pour autant, si je la mobilise de temps en temps, ça ne sera pas non plus, ça ne contribuera pas à un manque d'épanouissement, dans mon activité professionnelle. Donc ce que je souhaite faire, dites-vous bien que ce sont vraiment des compétences que vous souhaitez mobiliser au quotidien. Des choses vraiment pour lesquelles vous, éprouvez énormément de plaisir à réaliser, que vous ne considérez pas comme une contrainte ou comme un fardeau, comme un poids en plus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Ce que je ne souhaite pas faire, c'est ce qui crée en moi un sentiment, une espèce de toxicité quand j'y pense, tout simplement. Donc ça, je mets de côté et puis certaines choses pour lesquelles, oui, pourquoi pas, bon, ben, on mettra entre parenthèses et on pourra effectivement négocier sur ces compétences-là. Quelles sont vos envies? Si vous ne savez pas ce que vous souhaitez, l'autre ne le saura pas et il ne pourra pas y répondre. Donc il est important de pouvoir, noter vos envies, vos motivations. Qu'est-ce qui vous booste en fait, hein, quand dans le cadre d'une activité, d'une pratique professionnelle? Qu'est-ce qui, est mon moteur, tout simplement, pour pouvoir travailler?
Les objectifs que j'attends, est-ce que ce sont des objectifs en termes de salaire, en termes de conditions de travail? Je ne souhaite plus travailler le week-end, je ne souhaite plus travailler en équipe, voilà, je ne souhaite plus travailler très tard le soir ou le contraire, je souhaite travailler le week-end, je souhaite travailler tard le soir, voilà. Qu'est-ce que j'attends? Je veux gagner en responsabilité, je veux manager une équipe, je ne veux pas manager une équipe, je veux gagner en salaire. Toutes ces questions, elles sont importantes avant de pouvoir, déterminer son projet professionnel. Et quel est ce projet? Donc pareil, est-ce que ce projet est réaliste? Est-ce qu'il est réalisable? Alors réaliste, eu égard par exemple à mon parcours de formation, réaliste par rapport à certains freins de santé que je pourrais avoir, réaliste par rapport à ma vie personnelle puisqu'elle rentre en jeu également dans ce contexte-là. Voilà, réaliste par rapport à la zone géographique sur laquelle je vais postuler et puis réalisable ou faisable simplement quelles conditions je pourrais mettre en place pour pouvoir réduire l'écart. Donc, si j'estime que c'est réaliste, quelles conditions je pourrais mettre en place pour pouvoir réduire l'écart entre le professionnel que je suis aujourd'hui et celui auquel j'aspire à être, tout simplement. Donc, ces questions aussi, elles sont importantes. Donc, on va dire noter tout ce qui pourrait vous sembler être un frein et forcément, si vous êtes accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, il s'agira à ce moment-là de pouvoir échanger avec lui et trouver des pistes qui pourraient apporter des solutions à ce projet et peut-être vous amener soit à le confirmer de manière définitive ou tout simplement dire qu'effectivement c'est un peu utopique ou ce n'est pas valorisant comme cela aurait pu l'être et voir si on ne pourrait pas s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus réaliste, réalisable et puis surtout pertinent par rapport à soi, ses recherches, ses envies, ses besoins, ses désirs et ses motivations. Donc, déterminer précisément le projet va permettre de cibler la recherche d'emploi. Déjà, va permettre aussi d'identifier le métier, puisque si mon projet est de ne pas travailler le week-end et que j'avais envisagé un métier d'aide-soignant ou dans le commerce, oui, je vais me dire peut-être qu'il faudrait que je fasse un autre métier. Le poste visé, le type de contrat que je recherche, le salaire, la mobilité géographique, l'environnement de travail, voilà. Tous ces éléments, une fois que mon projet a été identifié, ben, je pourrais apporter des réponses à toutes ces questions. Définir une stratégie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Timothée, non, ça va? Tu ne m'as pas interpellé, c'est qu'il n'y en a pas? J'ai une question, Darlene, j'attendais que tu termines. Je t'en prie. Comment se faire connaître auprès des entreprises une fois ce travail réalisé? Ok, ben c'est la question qui anticipe, on va dire, les autres étapes. Donc, on va aborder la réponse dans tout état de cause. Comment se faire connaître, voilà, sur quel type de site. Oui, ça fait partie également de la finalité de notre atelier, de notre webinaire. Donc, à partir du moment où effectivement j'ai trouvé ce projet, je peux avoir plusieurs outils et d'ailleurs, Timothée se fera un plaisir de pouvoir vous mettre les liens, pour que vous puissiez, y accéder, aller les consulter après notre webinaire. Vous avez des outils qui vous permettent de définir une stratégie. Nous vous présentons Bob Emploi. Alors certains connaissent déjà, peut-être pas. Savoir que Bob, est une plateforme qui va proposer des conseils et des actions à ses usagers qui sont en recherche d'emploi. Mais ce qu'il y a de pertinent avec ce site, c'est qu'ils vont travailler par algorithme. Donc ils vont proposer des recherches d'emploi en fonction du profil. D'accord? Donc bien sûr, vous allez devoir renseigner des éléments et pour pouvoir faire fonctionner cette plateforme, je le disais, Bog va exploiter des bases de données du marché du travail, de millions de parcours de recherche d'emploi, de formation, d'annonces et d'usage au bon moment, de façon à personnaliser les, offres d'emploi qu'il pourrait vous proposer. Cela va vous permettre également, au travers de cette plateforme, d'obtenir un plan d'action sur mesure, parce que Bob a cette faculté, au travers de son algorithme, d'étudier le profil de l'usager, d'étudier aussi le marché du travail actuel pour pouvoir l'aider à identifier comment booster tout simplement sa recherche d'emploi. Donc ça peut être aussi un outil à utiliser par,
la personne qui a posé sa question tout à l'heure m'en donnera encore d'autres sources et d'autres ressources. Bob va permettre aussi, par contre, hein, c'est un site sur lequel on est en action. Donc tous les jours, vous allez avoir des actions concrètes qui vous seront proposées pour pouvoir avancer dans votre plan d'action. La finalité est de découvrir de nouveaux métiers à votre image par le biais d'un algorithme, tout simplement. Donc n'hésitez pas à exploiter cet outil pour pouvoir mieux avancer et à vous faire connaître aussi tout simplement et puis vous aider à mieux identifier votre profil et votre recherche d'emploi. Donc, si effectivement vous mettez certains critères hein, en termes de zone géographique, en termes de métier, etc., donc vous aurez des offres qui vont correspondre à cela. Et puis un autre site hein, qui n'est plus à présenter désormais, c'est l'Emploi Store. Hein. Je rappelle que l'Emploi Store, comme Bob d'ailleurs, hein, c'est un site, une plateforme gratuite hein, qui va réunir au même endroit tous les sites web et les applications mobiles pour l'emploi, qui concerne l'emploi et la formation. Donc, vous y trouverez des sites de recherche d'emploi, des applications. Vous y retrouverez également des MOOC. Je rappelle que les MOOC sont des vidéos en ligne, tout simplement. Vous aurez aussi également l'accès à des serious games, qui sont des jeux interactifs et pédagogiques, hein, dans le cadre notamment d'un entretien, d'une simulation d'entretien. L'Emploi Store est à destination des demandeurs d'emploi. Forcément, c'est un site Pôle emploi, mais également des actifs en poste. Hein. Donc, on peut y aller aisément. Les créateurs d'entreprises peuvent avoir accès à l'Emploi Store tout autant que les étudiants. Dans tout état de cause, vous êtes à peu près à 240 services en ligne qui sont dédiés à la recherche d'emploi et forcément à l'évolution professionnelle. Et ils sont répartis, ces services, en systématiques, notamment choisir un métier, préparer sa candidature, se former, trouver un emploi, travailler à l'international ou encore créer une entreprise. Donc, n'hésitez vraiment pas à pouvoir exploiter l'Emploi Store pour pouvoir tout simplement préparer votre candidature. Dans l'Emploi Store, vous trouvez également un site très intéressant, c'est Grimp Academy, qui va vous permettre de piloter vos candidatures. Ce tableau est essentiel hein, pour une personne qui veut suivre ses candidatures parce que Grimp Academy, en fait, il va permettre, grâce à un tableau de bord, de suivre l'évolution de vos candidatures. Et surtout, il va vous permettre de retrouver l'ensemble de vos offres d'emploi en quelques clics. C'est un outil qui va permettre de gérer les candidatures en cours, mais aussi les candidatures qui sont terminées. Parce que vous pouvez bien sûr afficher dans cet outil, dans ce tableau de bord, les raisons du refus hein, de votre candidature ou encore du succès hein, que vous pouvez avoir et les points sur lesquels vous pourrez améliorer votre candidature. Donc c'est un outil très bien réalisé. N'hésitez pas à l'exploiter et Timothée, bien sûr, vous a mis les liens pour pouvoir y accéder. Vous avez un autre outil, toujours que vous trouvez sur l'Emploi Store, c'est Click and Job. Click and Job, c'est un créateur d'outils en termes de CV et en termes de lettres de motivation. Il va vous permettre d'adapter le CV aux exigences des recruteurs, créer un CV personnalisé. Via Click and Job, vous avez également des vidéos sur des fiches métiers pour pouvoir vous aider à trouver une voie professionnelle, par exemple. Donc, n'hésitez vraiment pas à exploiter cet outil qui contribue à cette démarche de recherche d'emploi. Ok. Donc, optimiser vos outils de recherche d'emploi, ça c'est l'étape centrale d'une démarche, hein, d'une recherche, tout simplement. Et là, nous allons effectivement voir comment optimiser ces outils de recherche d'emploi. Il y a quelques règles d'or que nous allons voir ensemble, mais dites-vous bien qu'un CV constitue bien souvent la première image que le recruteur se fait d'un candidat. Alors, il ne faut pas le négliger. Et d'autant plus selon le secteur d'activité dans lequel je suis ou j'évolue ou que je cible. Ce qu'il faut se dire, c'est que 30 secondes seront le temps passé par le recruteur sur un CV.
Et il est important dans ces 30 secondes que le recruteur puisse faire la différence avec votre CV et celui d'un autre candidat qui pourrait avoir plus ou moins le même parcours, notamment le même parcours de formation que vous. Donc, dans le cadre de votre CV, pensez toujours à mettre un titre du poste que vous envisagez. Il y a certaines personnes qui disent, je ne sais pas sur quel titre, sur quel poste aller orienter mon CV. J'ai vu plusieurs offres qui pourraient m'intéresser. Dans tout état de cause, il faut adapter le CV, le titre du CV au poste visé. Imaginons que vous ayez ciblé plusieurs postes dans la même entreprise, bah, vous adaptez, vous mettez le titre. Ne pas mettre un titre, c'est aussi dire au recruteur, je ne sais pas quoi faire, est-ce que vous pouvez décider pour moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, l'idée n'est pas qu'un recruteur vienne aider une personne, on doit pouvoir montrer sereinement, avec confiance, ce sur quoi on se positionne. Donc, ne pas mettre un titre à un CV, c'est faire preuve de manque de professionnalisme d'une part, et d'autre part, faire preuve de manque de confiance dans sa capacité à postuler sur un poste et de se sentir un petit peu comme un imposteur sur ce poste-là. Donc, on n'ose pas l'écrire pour pouvoir l'intégrer, le voir, le lire sur notre CV. Au contraire, ça devrait être un élément qui nous permet justement de gagner en confiance pour pouvoir y aller. Donc, les recruteurs, je le disais, ils mettent environ 30 secondes à lire un CV. Donc, ils doivent comprendre rapidement quel poste vous recherchez. Je le disais, à chaque poste, un CV adapté et non plus un CV générique que je dépose partout et pour tout, surtout. Dans mon CV, je dois également mettre en lumière mon expérience, puisque c'est le cœur même de mon CV. Veillez à bien détailler cette rubrique pour simplement mettre en avant vos compétences, vos savoir-faire, vos atouts. Évitez toutefois d'être exhaustif. Je rappelle le CV français, en tout cas, si on reste sur un CV classique, c'est une page en format A4. Allez à l'essentiel dans le cadre de votre CV et surtout valorisez ce que recherche le recruteur. J'ai lu une offre d'emploi, je dois pouvoir répondre aux besoins du recruteur. Donc, quand le recruteur lit mon offre, il doit se dire, voilà une personne qui répond à mon besoin au travers de ce que je peux lire dans son CV en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Il n'en demeure pas moins que je pourrais toujours ajouter une ou deux lignes qui ne sont pas attendues dans l'offre d'emploi, mais qui pourraient être un atout montrant, voilà ce que je pourrais de plus vous apporter. Donc, ne pas être exhaustif puisqu'il faut aussi garder des atouts pour un entretien lors de l'argumentaire d'entretien, pouvoir mettre des éléments en avant et ne pas être là simplement à réciter le CV que nous avons envoyé au recruteur et qu'il connaît de toute façon, sinon il ne vous aurait pas convoqué. L'idée, c'est de se dire, bon ben, je dois le surprendre en lui apportant encore des atouts de mon parcours, de mon profil, pour pouvoir justement donner envie de continuer cette collaboration. Donc, soulignez vos compétences, soulignez vos connaissances, notamment celles qui sont spécifiques et en lien avec le poste. Les logiciels que vous maîtrisez, les langues que vous maîtrisez, les techniques que vous maîtrisez, les pratiques, les réglementations en fonction du métier, ça c'est indispensable. Il n'est nul intérêt de pouvoir porter sur un CV où on répond pour une offre bien spécifique des connaissances que l'on a et qui n'intéressent pas du tout le recruteur. Au pire, on pourra lui en parler lors de l'échange si nous voyons que c'est pertinent à ce moment-là. D'accord? Donc, pour éviter de faire du hors-sujet, pour éviter de surcharger son CV avec des informations dont on n'a que faire à ce moment-là, appuyez-vous sur l'offre d'emploi pour pouvoir travailler le CV et in fine, forcément, la lettre de motivation également qui va avec. Dans le CV, bien sûr, vous pensez à mettre les diplômes, les formations. Là encore, pareil. Mettez en avant les formations initiales et continues qui sont directement en lien avec le poste que vous ciblez. Si vous avez eu un projet de reconversion, vous avez été électricien et qu'aujourd'hui vous êtes pâtissier, euh, mettre l'information, elle ne sera pas plus pertinente que ça puisqu'il recherche une personne qui puisse lui faire de la pâtisserie. Par contre, lors de l'entretien, je pourrais l'amener, disons, bon, ben, s'il y a une défaillance électrique au sein de la pâtisserie, il sait qu'il peut compter sur moi. Donc là, il fait la différence et il le marque sur son carnet de bord par rapport aux entretiens. Donc là, il
repère effectivement un atout qui fait immédiatement la différence avec d'autres candidats, par exemple. D'accord? Donc, il faut toujours trouver la pertinence de mettre un élément sur un CV ou pas, ou de le garder là au chaud et de pouvoir effectivement l'avancer lors de l'entretien de recrutement pour pouvoir donner un caractère bien unique sur son profil. Parfois aussi, certains intitulés de diplômes ne sont pas forcément parlants pour un recruteur. Donc, il est important de pouvoir détailler les connaissances et les compétences que vous avez développées lors de cette formation. Dans le CV, on pourrait également insérer, indiquer les objectifs professionnels, on pourrait parler d'une phrase d'accroche par rapport à ce à quoi on aspire, donc vous pouvez mettre une phrase pour pouvoir indiquer clairement l'atout ou encore la compétence clé que vous souhaitez mettre en avant dans le cadre de cette collaboration. Dans tout état de cause, n'hésitez pas à renvoyer aussi vers vos réseaux sociaux professionnels votre CV, voire, détailler bien plus ce que vous, êtes capable de partager avec l'entreprise que vous êtes en train de cibler. D'accord? Donc nous allons nous arrêter sur les quelques règles d'or qui sont indispensables, dans le cadre, de l'optimisation des outils, dans la recherche d'emploi. Donc le CV, je rappelle, c'est un outil de communication pour me faire connaître. Il doit être clair, il doit être concis, il doit être lisible et agréable à lire. L'objectif d'un CV n'est pas de m'embaucher, l'objectif d'un CV, c'est de me faire connaître. Donc, la question à se poser, qu'est-ce que je souhaite que le recruteur puisse relever dans mon CV pour favoriser la convocation à un entretien de recrutement? Ça, c'est important. Soyez précis sur vos expériences et vos compétences. Donnez toujours la preuve que vous correspondez au poste. Cela suppose que je réponds aux besoins identifiés dans l'offre d'emploi. Je dois donner aussi envie à l'employeur d'en savoir plus sur moi et de me proposer un entretien. Donc l'argumentation, la manière dont je vais élaborer mon CV, et ça vous pourrez le voir également plus en détail avec votre conseiller en évolution professionnelle, va vous donner cette stratégie pour pouvoir retenir l'attention du recruteur que vous, souhaitez. La lettre de motivation pour, les, postes où on en a besoin, une page, pas plus. Chaque candidature, chaque offre d'emploi, une lettre. Pareil, pas de lettres génériques. Évitez les répétitions, les fautes d'orthographe aussi. Vous savez jamais qui vous avez face à vous en termes de recruteur. Donc, il vaut mieux et puis aussi ne pas faire de fautes d'orthographe. C'est aussi une marque de respect, montrer que j'ai fait relire ma lettre par d'autres personnes pour pouvoir y arriver. Il est important de rester honnête, authentique dans les déclarations puisqu'elles seront vérifiées lors de l'entretien. Elles pourront être vérifiées par le jargon que je vais utiliser dans le cadre de l'entretien. Sur un CV, je peux taire des informations qui peuvent me paraître être un frein. Taire une information n'est pas mentir. Donc, il vaut mieux taire une information et en discuter lors de l'entretien parce que je n'ai pas non plus envie que ça soit gravé dans la mémoire du recruteur parce que ça sera écrit. Lors de l'entretien, je pourrai toujours l'aborder. La manière dont je l'aborderai, je pourrai plus aisément défendre ou faire passer ce moment peut-être dans ma vie pour laquelle je ne suis pas forcément satisfait ou satisfaite. Conclure toujours l'entretien, la lettre de motivation en proposant un entretien avec aussi bien sûr une formule de politesse. Évitez d'aller chercher des lettres de motivation sur les réseaux, etc. Personnalisez votre lettre de motivation pour éviter d'employer tous les termes qui sont bateaux. Les réseaux sociaux professionnels, donc avec la montée en puissance de ces réseaux sociaux, bien plus de 50 des recruteurs vont utiliser ces moteurs pour pouvoir, aller chercher le talent dont ils ont besoin. Donc si on met de côté un CV basique et classique, ça sera vers des réseaux sociaux type LinkedIn que, le recruteur pourrait vous identifier.
donc soigner votre présentation sur les réseaux sociaux professionnels. Donc, ils vont permettre également, notamment, d'accéder au marché caché de l'emploi. Donc, les marchés cachés, ce sont les marchés pour lesquels les offres d'emploi ne sont pas diffusées hors de l'entreprise. Donc, vous pourrez effectivement les voir au travers de ces différents réseaux qui sont relayés par les salariés de la structure. Donc, rappelons, hein, le marché caché, le bouche à oreille, regroupe près de 70% des offres d'emploi. Donc, ne négligez pas cet aspect de recherche. N'attendez plus, mettez à jour votre profil, hein, sur vos et surtout soyez actifs, hein. Soyez visible, identifiez, mettez en ligne des articles pertinents. Si vous souhaitez voir comment mener à bien cette partie, cette étape, n'hésitez pas à participer au webinaire sur les réseaux sociaux. On vous dit tout par rapport à cela. Donc, tu voulais me poser une question, Timothée? J'ai quelques petites questions pour toi, Darlene. Donc, quels outils, sources d'informations, quand le projet n'est pas ciblé malgré tout ce travail de questionnement personnel? Donc, une question qui concernait le début d'intervention. Le début d'intervention. Donc, alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ce travail, effectivement, il est très personnel, il permet d'identifier, de mettre en place des éléments. Ce qu'il faut se dire, c'est que si je ne suis pas dans le métier, je peux être limitée. Je n'ai en vision qu'un certain nombre de pistes professionnelles ou de formations. Être accompagné à partir du moment où effectivement j'ai mis à plat, j'ai fait l'état des lieux ou de mon contexte d'emploi, de mes désirs, de mes envies, de mes aspirations, il est important à ce moment-là de partager ces éléments avec un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir commencer à identifier une piste professionnelle en fonction de votre typologie, en fonction de vos intérêts, en fonction de vos critères pour pouvoir mieux appréhender la suite. Vous savez, il y a des milliers de pistes professionnelles auxquelles parfois on n'y pense pas ou on ne connaît nullement. Et parfois, j'ai des salariés que j'accompagne qui sont étonnés sur certains métiers qui leur correspondent parfaitement. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail de synthèse avec une personne dans le cadre d'un accompagnement, un consultant à l'emploi, un conseiller en évolution professionnelle. Merci. Et pour une candidature spontanée, quid du titre sur le CV? Reprends ta question. Pour une candidature spontanée, quid du titre sur le CV? Ah oui, de toute façon, que la candidature soit spontanée ou pas, si je candidate, c'est que je cible une piste professionnelle. Cela suppose que si je fais une candidature spontanée, c'est que j'ai fait une analyse sur les besoins de l'entreprise. Quelle est cette entreprise? Quels sont les professionnels qu'elle recrute? Dans quel contexte elle les recrute? Quelles sont les attentes? Et ça aussi, on peut les trouver via LinkedIn, hein, par rapport à cela, et les salariés qui travaillent déjà dans une entreprise que je cible. Tout ça, c'est important pour se dire, OK, voici mes compétences. L'entreprise, j'ai mené cette investigation pour mieux la connaître, mieux identifier ses besoins. Partant de là, effectivement, je pourrais lui dire que je lui apporte cette expertise-là parce que je sais quelles sont ses tendances de recrutement aussi. D'accord, merci. Et la lettre de motivation n'est-elle pas dépassée pour prouver sa motivation? Ne vaut-il mieux pas proposer un entretien directement? Tout dépend on va dire, des secteurs d'activité. Vous allez voir, hein, parfois on vous dira d'insérer votre CV, mais parfois on vous dira également d'insérer votre CV et votre lettre de motivation. Vous savez, il y a des entreprises qui restent encore très conventionnelles, qui vont utiliser un CV classique et une lettre de motivation classique. Vous avez des entreprises qui vont utiliser essentiellement le CV classique, ou d'autres n'iront jamais vers le format papier et vont simplement aller sur les sites de réseaux sociaux professionnels. Donc, si une lettre de motivation est demandée, que vous trouviez cela, on va dire, archaïque ou pas, ou dépassé, elle a été demandée et le recruteur sait pourquoi est-ce qu'il a demandé cette lettre de motivation. L'objectif d'une lettre de motivation, je rappelle, n'est pas de réciter le CV. C'est de faire un complément global de qui je suis professionnellement et de ce que je peux apporter à l'entreprise et ainsi solliciter un rendez-vous. D'accord? Merci. Voilà. Donc,
Vous avez aussi d'autres outils, hein. Tout à l'heure, nous avons parlé de certains outils pour pouvoir réaliser le CV, mais vous avez aussi Diag Orient, hein, qui vous permet de faire un CV, définir un métier. Diag Orient est intéressant parce que il permet également de mettre des centres d'intérêt, certains critères et ainsi, définir des métiers par rapport à ce que vous aurez inséré dans la base de données. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Ainsi aussi pouvoir, valoriser ses compétences. Voilà, il y a tout plein d'outils sur Diag Orient qui vous permettent, de réaliser ce type d'éléments. Donc CV design aussi, R, hein, pour pouvoir faire son CV, Canva, CVMake, des liens que nous connaissons en général. Unitag aussi. L'avantage, c'est qu'il permet de faire un CV beaucoup plus élaboré puisqu'il y a plus de place pour pouvoir indiquer et insérer les informations que vous souhaitez faire. Vous avez aussi la possibilité sur, Unitag de pouvoir, intégrer un QR code dédié à votre CV et également votre profil LinkedIn ou encore tout simplement les projets que vous avez pour être identifiés par ce biais. La lettre de motivation, hein, donc sur si dans votre offre, hein, vous avez lu l'offre, il est demandé une lettre de motivation. Emploi Store vous donne toutes les astuces pour pouvoir réaliser une lettre de motivation réussie, pertinente et efficace. Canva également permet d'attirer l'attention des recruteurs avec une lettre de motivation moderne. Dans tout état de cause, il est important de personnaliser votre candidature. Donc, ne candidatez pas pour tout et partout, parce qu'effectivement, c'est tellement d'énergie et surtout si vous n'avez pas de retour, vous aurez ce sentiment, de découragement qui va prendre le dessus. Donc il vaut mieux investir de l'énergie pour 3 entreprises qui m'intéressent réellement, 3 offres d'emploi qui m'intéressent réellement et attendre des retours. Donc j'investigue là-dessus plutôt que de candidater pour 25 entreprises et ensuite quand j'ai un retour, je ne sais même pas quelle entreprise m'a donné un retour positif ni sur quelle candidature, offre d'emploi j'avais candidaté. Et puis c'est aussi beaucoup d'énergie, peu d'efficacité par rapport à cela. Donc ciblez vraiment les entreprises qui vous intéressent. Donc ça c'est important pour la culture d'entreprise, les conditions d'emploi, l'évolution. Si vous êtes une personne qui souhaitait évoluer, ça c'est important. Il n'y a aucun intérêt à aller dans une entreprise qui ne favorise pas ce besoin, qui ne répond pas à ce besoin. Donc mettez-la de côté et allez vers les entreprises qui vous intéressent et répondez aux offres qui vous intéressent. Comme ça, vous aurez moins ce sentiment d'avoir gaspillé de l'énergie pour rien, mais plus encore se dire bon ben elles m'ont refusé, en tout cas, voilà, ça n'a pas abouti, mais je peux quand même revenir par la fenêtre pour pouvoir proposer d'autres éléments qui pourraient être pertinents. Donc, les réseaux sociaux professionnels, Emploi Store, bien sûr, puisqu'il y a une communauté qui se crée là-dessus. Également, LinkedIn. C'est le réseau social professionnel numéro 1 pour les actifs qui cherchent des opportunités ou qui, voilà, tout simplement voudraient se faire connaître. Facebook, il y a aussi retours d'expérience par ce biais. Twitter, nouvellement X, suivre la tendance du marché de l'emploi. Instagram qui permet de s'inspirer et puis les réseaux qui sont spécialisés en fonction de mon secteur d'activité. Donc tout cela, vous pouvez aussi l'identifier via l'Emploi Store ou Diag Orient. Ensuite, nous continuons. À partir du moment où j'ai travaillé mon projet, j'ai fait le point sur moi, j'apprends à mieux identifier et à mieux mettre en avant mes aspirations profondes. J'ai travaillé mon projet, je l'ai identifié, je l'ai confirmé. Mon CV est prêt, ma lettre de motivation est prête, il est évident que je vais avoir certainement des entretiens de motivation. Alors, ce n'est pas le moment de paniquer. J'ai envie de dire, il faut considérer l'entretien de motivation comme étant une gratification à tout le travail et toute l'énergie que j'ai investi en amont. Donc, il y a des personnes qui font tout ce travail de CV, de points sur leur situation, CV, lettre de motivation. Et puis, quand elles ont obtenu un entretien de recrutement, elles commencent à paniquer.
Or, ça pourrait être plutôt le moment où on se dit: «Enfin, on reconnaît ce que je vaux», un recruteur qui, donne un entretien, les recruteurs, ils n'ont pas de temps à perdre. S'il a fait appel à vous, c'est qu'en quelque part, il y a un élément, peut-être pas tout votre profil, parfois ce n'est qu'un élément, parce que j'ai travaillé avec telle entreprise, parce que je connais tel, logiciel, un seul élément qui fait que le recruteur soit intéressé par ma candidature. Donc l'objectif par contre, de l'entretien, contrairement au CV, donc l'objectif du CV, de la lettre de motivation, c'est d'obtenir un entretien. Et l'objectif de l'entretien, c'est vraiment de transformer cet entretien en future collaboration. Donc, il est important de pouvoir réussir cet entretien. Il y a quelques outils en ligne pour pouvoir prendre de l'assurance, se rassurer, savoir valoriser son parcours, mais c'est vrai, il est vrai que si vous avez mis en place tout ce schéma visant à faire le point sur votre situation, vous gagnez déjà en confiance, en assurance et cela vous permet justement de pouvoir mettre en avant ce que vous avez fait et ça peut être non négligeable dans le cadre d'un entretien. Donc vous avez les liens sur, les outils, mon entretien virtuel, via l'Emploi Store ou encore l'outil très intéressant proposé par l'APEC sur leur site, j'utilise un simulateur d'entretien. Donc n'hésitez pas à faire des exercices comme cela pour pouvoir mieux appréhender la suite. Et puis, un élément contre lequel on ne peut pas passer, c'est être en veille, passer là, à ce moment-là, dans le mode recherche d'emploi. Là, vraiment, je suis obligée d'être en veille. Je suis obligée alors être en veille, c'est quoi? C'est rester au courant, des entreprises et des secteurs qui recrutent. Pour, les secteurs qui recrutent, n'hésitez pas, par exemple, à utiliser les outils de Pôle emploi qui sont excellents, le BMO, les besoins main-d'œuvre, l'IMT, informations sur le marché du travail. Donc, vous avez des statistiques par rapport aux zones géographiques et ça peut être fort intéressant de pouvoir identifier le besoin main-d'œuvre dans votre région, voire dans votre ville via cet outil BMO ou l'IMT. Vous avez également le guide des ressources emploi de votre espace personnel Info CEP. Donc, n'hésitez pas également à y faire un petit tour pour pouvoir identifier les secteurs qui recrutent. Et puis après, vous avez aussi les sites de recherche d'emploi que vous connaissez, Indeed, donc tous les job boards. N'hésitez pas à vous connecter sur des job boards pour pouvoir recevoir des alertes emploi, donc Indeed, Région Job, Cadre emploi, vous avez la PEC, Météo Job, voilà, Monster, il y en a énormément. Via l'IMT d'ailleurs, vous avez non seulement des informations sur le marché du travail dans votre région, mais vous avez également des offres d'emploi qui sont diffusées, sans besoin bien sûr de s'inscrire à Pôle emploi pour pouvoir exploiter ces outils. Si vous avez ciblé une entreprise qui vous intéresse, une entreprise avec laquelle vous avez collaboré, n'hésitez pas de pouvoir suivre les pages web de ces entreprises et être au fait des offres d'emploi rapidement. Soyez aussi à l'écoute de votre réseau professionnel. N'oublions pas que le bouche à oreille, c'est l'un des moyens les plus adaptés pour pouvoir réaliser concrétiser en tout cas ces recherches d'emploi. Donc, le projet est défini, la recherche d'emploi est ciblée, les outils de recherche d'emploi sont opérationnels. Il faut à ce moment-là se lancer et candidater. Donc, n'hésitez pas à consulter le BMO, l'IMT à cet effet et également notre espace guide des ressources emploi sur votre espace info CEP. Et pareil, donc vous permettre notamment de réaliser des candidatures spontanées puisque effectivement vous aurez plus d'éléments sur l'entreprise et sur ses besoins. Ensuite, pour rechercher, pour une recherche d'emploi, vous avez également la bonne boîte. Timothée pourra vous mettre le lien. Le site du Pôle emploi, la PEC, Hello Work, Monster, Indeed, Cadre emploi, n'hésitez pas.
d'aller vers ces sites-là pour pouvoir identifier des offres d'emploi personnalisées. Être organisé, suivre sa candidature. On en parlait tout à l'heure, vous avez l'outil Grimp Academy qui peut être très intéressant, ou encore tout simplement, vous pouvez vous-même réaliser votre tableau. Vous avez également l'application Mémo de l'Emploi Store qui vous permet aussi, donc vous allez sur l'Emploi Store, vous tapez Mémo de l'Emploi et Mémo et vous avez immédiatement une espèce de tableau qui vous permettra de réaliser le suivi de vos candidatures. Donc, la recherche d'emploi, j'ai envie de dire, c'est un emploi quasi à temps plein. Donc, il faut pouvoir lui accorder du temps. En tout cas, dans l'organisation, il faut pouvoir se dire, soit je consacre 1 heure par semaine à ce travail ou 1 heure par jour à ce travail en fonction de mes disponibilités de salariés. Voilà. Mais on ne peut pas se dire qu'en 1 heure, j'ai tout fait. Ça, c'est ne pas être réaliste. Et même lorsque l'on est dans le cadre du réseau professionnel, chacun a son réseau professionnel. Quelqu'un peut vous dire, bon, ben, donne-moi ta candidature pour que je la remette à mon DRH et un autre collègue aura aussi la même demande auprès d'une personne de son environnement. Bah, le DRH va considérer bien sûr l'outil de recherche d'emploi, donc CV, lettre de motivation, le mieux réalisé. Donc pensez également à cela, ne négligez pas ce travail. C'est surtout se dire qu'à partir du moment où il est fait, il est fait. Il n'y a plus à revenir là-dessus, sinon le compléter, l'optimiser ou en tout cas le moderniser en fonction du nombre d'années auquel il a été réalisé. Mais c'est surtout qu'il vous sera d'un support pour vos argumentaires d'entretien, puisque tout ce travail qui a été fait en amont, comme il s'agit de votre expérience, de votre parcours, tout ce travail vous permettra effectivement d'être beaucoup plus concurrentiel lors de vos entretiens et d'être beaucoup plus confiant sur les réponses que vous pouvez apporter aux demandes du recruteur. Et bien sûr, hein, si je fais une candidature, il est essentiel, il est important de pouvoir relancer l'entreprise. Voilà, je suis dans une phase où j'ai envoyé ma candidature, je n'ai pas eu de réponse. Ce qu'il faut se dire surtout que rien n'est perdu parce que l'absence de réponse n'est pas forcément un mauvais signe. Cela peut être dû à un processus de recrutement qui est un peu plus long que prévu, la réception d'un grand nombre de candidatures ou tout simplement que la personne qui a lancé la candidature, elle pourrait se retrouver, en arrêt, en congé, peu importe. Vous voyez? Donc la relance sera la meilleure façon de rappeler au candidat, au recruteur que je suis toujours intéressée par son offre et surtout que je suis toujours disponible. Donc ça, c'est vraiment si j'ai adressé une lettre et que je n'ai pas eu de réponse. Maintenant, j'ai eu une réponse, j'ai eu mon entretien et je n'ai toujours pas de retour pour pouvoir confirmer mon positionnement ou pas. Donc si vous n'avez pas de réponse, alors déjà suite à un entretien de recrutement, il est important, essentiel de pouvoir remercier, le recruteur pour la qualité de l'entretien, mais aussi peut-être apporter une petite information supplémentaire sur, notre désir et notre souhait de continuer, cette phase de recrutement et de collaborer avec eux. Leur rappeler peut-être sur un élément qu'on n'aurait pas évoqué pendant l'entretien et effectivement, on peut très bien garder ça pour soi juste pour pouvoir rajouter un élément qui pourrait le surprendre. Maintenant, s'il n'y a toujours pas de réponse après avoir effectivement remercié suite à l'entretien, au bout de 10 à 15 jours après avoir envoyé la candidature, en tout cas après avoir eu l'échange, ben, il est temps de rappeler au recruteur votre disponibilité et votre motivation. Donc, envoyez-lui un mail en précisant bien l'intitulé du poste et la date de votre candidature. Maintenant, après l'entretien, le poste, vous plaît, vous savez plus que jamais que, voilà, collaborer avec cette structure serait, on va dire un graal, hein, on pourrait le dire comme ça. Ne tardez pas, 2 à 3 jours après votre entretien, envoyez un mail au recruteur pour pouvoir confirmer votre intérêt pour ce poste, pour pouvoir le remercier de vous avoir accordé du temps durant l'entretien et puis ce mail vous permettra aussi d'ajouter, on va dire, un éventuel détail, qu'il ne vous oublie pas.
renvoyez-lui un mail après 10-15 jours. Vous pourrez également appeler tout simplement le recruteur qui vous a reçu, donc essayez de le joindre directement par téléphone, donc la personne avec laquelle vous avez passé l'entretien. Bien sûr, ne soyez pas trop insistant non plus, hein. Inutile de relancer à partir de là tous les 2 jours. Cela pourrait avoir l'effet inverse et agacer le recruteur. Donc lorsque vous recevez une réponse négative, demandez, même si vous avez toujours des retours bateaux, demandez au recruteur ce qui a péché dans votre candidature, comment est-ce que vous pourrez l'améliorer. Cela vous évitera, hein, si vous avez face à vous un recruteur qui puisse vous dire en toute transparence ce qu'il en est, cela vous empêchera de commettre 2 fois la même erreur. D'accord? Mais dans tout état de cause, restez motivé. Donc, n'oubliez pas, est-ce que tu as des questions, Timothée? Oui, j'ai quelques questions. Est-ce que tu préfères conclure et qu'on traite les questions à la fin? Bah écoute, rappelez aux personnes que le conseil en évolution professionnelle, c'est un service d'accompagnement qui est gratuit, personnalisé et confidentiel. Donc il est accessible parce que, il est situé à plusieurs lieux dans tout le territoire. Le cas échéant, leur permettre d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle, leur donner des informations qui favoriseraient ce projet de reconversion. Le conseil en évolution professionnelle, il y a des opérateurs nationaux. Nous va accompagner les demandeurs moins de 26 ans, donc les salariés de moins de 26 ans pourraient être accompagnés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle par les missions locales et bien sûr le Cap Emploi pour les salariés qui sont en situation de handicap et dont le handicap est un frein à leur projet de reconversion. Et puis, vous avez le groupe également d'autres opérateurs parfois, pareil, qui interviennent pour des salariés qui sont dans le secteur privé, en tout cas qui sont sous un contrat de droit privé, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, mais qui sont sous un contrat de droit privé, et les travailleurs indépendants. Donc, ils pourront bénéficier de l'accompagnement du réseau EVA, de la BGE Guyane, de Antiar RH Corse, de Axis Martinique et bien sûr du groupement Évolution. Donc l'objectif, hein, dans le cadre de ces échanges, hein, c'est de pouvoir identifier le besoin du salarié ou de l'indépendant, s'ils veulent aller vers une certification professionnelle, une reprise ou une création d'entreprise, un projet de transition, de reconversion, de mobilité interne ou encore de développement de leurs compétences. Donc, en fonction du besoin, exprimé ou non, hein, par le biais de questionnement, on va pouvoir l'identifier. On pourrait mettre en place effectivement ce premier entretien hein, d'1h30 maximum qui va permettre aux salariés, dans un cadre confidentiel, de pouvoir exprimer son besoin, sa demande, que ce soit au niveau des formations pour pouvoir avoir un minimum d'éléments et savoir c'est possible. Et puis, il pourrait ensuite continuer un accompagnement qui est personnalisé et qui lui permettra d'accéder à toutes les informations utiles et nécessaires pour la faisabilité de son projet. Donc, construire avec lui un plan d'action pertinent et le mettre en œuvre et sécuriser tout cela. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, n'hésitez pas sur notre site www.mon-du6cep.org. Voilà pour ce qu'il en est du conseil en évolution professionnelle et nous avons dépassé déjà de 4 minutes, donc je te laisse me poser les questions pour pouvoir conclure ce moment. Alors, comment relancer quand on n'a pas de contact sur l'offre d'emploi? Alors, il est important. Alors, si effectivement vous n'avez pas de contact sur l'offre d'emploi, pareil, vous faites un courrier disant qu'effectivement vous avez déjà postulé par rapport à ça. Donc, vous complétez votre première lettre de motivation et CV s'il y avait une demande de lettre de motivation. Et là, vous faites un courrier complémentaire pour pouvoir indiquer que votre candidature était déjà présentée. Et une dernière question. Cela dit, vous pouvez aussi chercher hein, par le biais des réseaux LinkedIn, etc., à tenter parfois identifier quelle structure a diffusé son offre.
Donc, n'hésitez pas à aller sur le site web de l'entreprise. Parfois, les offres d'emploi, si c'est une boîte d'intérim qui a diffusé l'offre, elle ne vous la donne pas, mais parfois, vous vous rendez compte que sur le site de l'entreprise, vous retrouvez la même offre. Donc, vous pouvez plus ou moins identifier. Mais c'est tout un travail de fourmi. Très bien, merci. Et dernière question. Je travaille à côté de Monaco et souvent les CV et lettres de motivation sont demandés en anglais. Quelques conseils, s'il vous plaît? Alors, si c'est un CV en anglais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas restreint par. Alors, les conseils, c'est pourquoi? C'est pour la manière de réaliser le CV ou comment traduire mon CV en anglais? Quelle est la demande? Si la personne peut préciser, ben, dans tout état de cause, hein, si effectivement il s'agit d'un CV en anglais, on n'est pas restreint par la limite hein, de pages et c'est ce qui peut être intéressant. Un CV en anglais peut aller sur plusieurs pages, voire des dizaines, et la lettre de motivation pareil. Donc ça peut être aussi un élément et un atout non négligeable par rapport à cela. Donc en tout cas, ne confinez pas votre CV sur un format A4 hein, si c'est un CV en anglais. D'accord, très bien, merci Darlene. On va conclure là-dessus. Donc les replays seront disponibles à la fin de cette semaine. Donc pour tous ceux qui souhaitent récupérer des pages de ce document, puisqu'on ne pourra pas vous l'envoyer, n'hésitez pas à vous connecter au replay et à faire des copies écran. Merci à tous pour votre participation. Merci Timothée pour ta collaboration. Et n'hésitez pas, il reste encore 2 journées pour le conseil en évolution professionnelle. Merci beaucoup Darlene pour cette présentation. Bonne journée à tous.